Mais écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. D'abord, on va se présenter tous les deux, puis ensuite on va discuter un peu ensemble. Oui, moi c'est NJ Guyard. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence sur les descriptions alternatives d'images, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Demain, je ferai une conf sur comment on intègre au mieux les personnes autistes en entreprise. Et je suis développeuse et formée à l'accessibilité. Je fais aussi partie d'associations qui essayent de lutter pour avoir plus de femmes dans la tech et tout ça, et voilà. Je pense que c'est Ça prend du temps. un bon résumé. Et, oui, c'est très chronophage et très énergivore aussi. D'accord. Et toi, qui es-tu? Eh bien, moi, je m'appelle Pierre Henriquet. Mon nom public, c'est AstroPierre sur les réseaux sociaux. Et je suis médiateur scientifique. Donc, la médiation scientifique, ça consiste à aller chercher des informations sur ce qui sort en ce moment des laboratoires, sur les découvertes tout juste chaudes qui viennent d'être publiées. Je suis venu ce matin pour parler des robots de l'espace et comment on règle un bug informatique quand le robot se trouve à 24 milliards de kilomètres. Et puis là, ce soir, j'ai fait une autre keynote sur la fusion nucléaire. Voilà. Les deux conférences étaient super. Je conseille aux gens d'aller les voir. Non, mais pour de vrai. Ouais, c'est super plaisant. J'ai la chance, et j'ai bien conscience que c'est une chance, d'avoir pu faire de ma passion mon métier. C'est arrivé déjà très jeune où, en fait, j'avais mon intérêt pour l'astronomie, vous l'avez vu aujourd'hui. Clairement, l'astronomie en général, la physique et la science en particulier. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais le prototype du nerd qui à toutes les fêtes, vous voulez parler du dernier truc, machin. Donc le gars chiant, quoi, avec qui on n'a pas envie de passer la soirée. Donc tout le monde lui disait, oui, c'est intéressant, mais va en parler à l'autre là-bas, loin. Et en fait, toute mon enfance, je l'ai passé comme ça. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à la fac, un jour, je me suis dit, tiens, ça fait 20 ans que je lis des trucs d'astronomie, j'ai jamais eu de télescope. Donc je vais m'en acheter un. Donc je prends un Science et Vie, un ciel-espace, je vais dans la rubrique petite annonce, et là je découvre, pas un télescope, mais Centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire en Provence cherche un médiateur scientifique pour expliquer l'astronomie aux gens. Et là, je découvre que je peux être payé pour expliquer des trucs aux gens que ça intéresse. Révolution! Et du coup, j'ai lâché mes études, et je suis parti 5 ans là-bas, et j'ai kiffé comme un malade avant de revenir, de finir mes études scientifiques, et puis après de partir dans cette discipline-là, parce que tu l'as vu, quoi, parce que c'est passionnant. En fait, cette médiation, ça devient quelque chose d'important dans la société, et je pense que c'est pour ça que ça se développe de plus en plus et que ce métier est maintenant reconnu comme tel, parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus technique, technologique, scientifique, et qu'il faut que le public puisse encore garder ce lien avec la science en train de se faire, et qu'il y ait pas, enfin, on sait ce que ça donne quand, à partir du moment où la science a un fossé avec le public. On a eu 2 années de crise dans le domaine de la biologie et de la médecine qui ont bien montré ce que ça donnait lorsque le public n'avait plus aucun lien avec la science en train de se faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Donc c'est pour ça que ça devient de plus en plus important. Du coup, le mot médiation scientifique, donc même si tu n'as pas fait le master, est-ce que c'est un peu ce qu'on fait dans ce genre de conférence? Est-ce que c'est de la médiation technologique, informatique? Oui, ce que vous faites, oui. En fait, alors ça c'est intéressant parce que dans le petit milieu de la médiation scientifique, tout le monde n'est pas forcément d'accord, même sur les termes. Tu as ceux qui disent médiation scientifique, tu as ceux qui disent vulgarisation scientifique. Pour certains, c'est la même chose, pour d'autres, c'est pas la même chose. Donc, comme c'est quelque chose de tout nouveau, tout ça est en train de se mettre en place. Mais pour moi, la médiation scientifique, c'est à partir du moment où tu transmets des connaissances et que tu fais l'effort de faire en sorte que les informations que tu transmets soient bien comprises par le public. Donc, pour moi, même un prof, même un enseignant fait de la médiation, sauf qu'il ne fait pas de la médiation scientifique, il fait de la médiation dans plein de trucs, donc c'est un travail encore plus génial. Mais nous, toi, quand tu as fait la super conférence de tout à l'heure, pour moi, clairement, on rentre totalement dans la partie médiation, mais quelque chose de très différent, et pour moi, pas moins importante, qui est justement celle de comment on fait pour faire comment faire en sorte pour que tout le monde soit inclus sur Internet. Et ça, mais c'est tellement important.
Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a encore peu de temps, personne, tout le monde se fichait de ça, non? Enfin, je sais pas. Alors, je dirais pas que tout le monde se fichait de ça, parce que quand même très très tôt dans la découverte d'Internet, enfin dans la découverte, c'est pas le mot, dans la construction de Internet, ça a été voulu que ce soit accessible au plus grand nombre, et il y avait des normes très très rapidement sur comment rendre accessible Internet. C'est juste que c'est pas accessible au grand public. Enfin, l'information de comment rendre accessible n'est pas accessible au grand public. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, les gens, il y a des gens qui n'ont pas de passion et tu t'en rendais pas compte. Eh ben, on se rend pas compte que tout le monde n'est pas aussi valide que ce qu'on peut être. Et même moi, je dis que je suis handicapée et pas toujours en situation de handicap, je le dis assez facilement, mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes handicaps que moi et que je n'arrive pas à les imaginer. Il faut s'informer sur les différents handicaps possibles pour pouvoir réussir à s'imaginer dans leur situation et du coup imaginer les solutions pour réussir à avoir des adaptations. Sortir de sa bulle personnelle pour envisager des choses qu'on n'aurait pas naturellement envisagées. C'est ça. Et ça, même quand on n'est pas quelqu'un quand on n'est pas quelqu'un de passionné, on peut le faire quand même, d'essayer de s'informer autour de soi de comment les gens fonctionnent, des différents besoins qu'ils peuvent avoir, et pour essayer d'être le plus inclusif possible. On peut tous et toutes avoir envie de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut vouloir, à avoir accès à la télévision avec l'audio-description, avec les sous-titres, avec des choses comme ça, le fait que tout le monde puisse aller à un restaurant et commander quelque chose, le fait qu'on peut tous faire nos impôts en ligne sans avoir l'aide de quelqu'un. C'est un truc ce qui paraît évident pour la grande majorité et qui ne l'est pas. D'une manière générale, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, même dans la science, quand on fait des erreurs conceptuelles. On imagine des choses. J'ai toujours dit que si tu ne peux justifier de quelque chose que par la phrase « ben c'est évident », tu as une chance sur deux de te planter. Parce que rien n'est évident si tu n'as pas démontré que c'était réellement vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme évidentes et qui ne le sont absolument pas. Mais cette démarche de déconstruction, elle n'est pas facile. Ça, c'est l'implicite. L'implicite, c'est quelque chose qui m'horripile, et en même temps, je fais beaucoup d'implicite dans mon discours, ce qui est assez ironique. Et je vais en parler d'ailleurs demain dans mon talk sur l'autisme, parce que c'est quand même un truc énorme qui pose des soucis à beaucoup de neuroatypiques. C'est le fait de pas réussir à comprendre les différences implicites, et qu'en plus la personne en face n'a pas compris, que tu n'avais pas compris l'implicite, parce que ça aussi c'est implicite. En fait, l'autisme, c'est un trouble dans la relation à l'autre, c'est ça? C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes codes. Oui. Et donc, tu réfléchis pas forcément pareil. Pas mieux ou moins bien, juste différemment. C'est totalement différent. Et l'autisme, c'est un spectre. Et au final, quand on regarde bien, alors il y a un chiffre, il y aurait 25% de personnes qui sont neuroatypiques, ce qui est quand même énorme. Et neuroatypique, là j'ai parlé quand même de choses qui peuvent être quand même handicapantes au quotidien. On accumule un certain nombre de handicaps. Déjà, j'ai l'impression que les gens qui travaillent... c'est une impression, c'est mon point de vue, mais que les gens qui travaillent dans la tech, qui sont neuroatypiques, sont en plus grand nombre qu'ailleurs. J'ai été serveuse avant, j'ai été à l'école avant, j'ai été dans plein de petits milieux. Et dans la tech, on trouve que... en fait, quand je suis arrivée, j'ai commencé par l'école 42, et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée avec plein de gens déjà avec qui j'arrivais à parler. Ce qui est... Donc il y en a plus, mais est-ce qu'ils arrivent mieux à se comprendre et à s'entendre? Parce qu'il pourrait être plus et que ce soit plus problématique. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'il y en ait plus de ta perception? Et pourquoi il y en a plus? Allez, hop, on part sur 1 heure de discussion. Voilà. Alors, pourquoi il y en a plus? Je pense que c'est parce que la tech, c'est un milieu de passionnés, souvent. Et que les neuroatypiques ont souvent des passions très fortes. Ce qu'on appelle des intérêts restreints ou des intérêts spécifiques. Et ton autre question, c'était... Est-ce que ça fonctionne un petit peu mieux ensemble? Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas si c'est mieux. Ça dépend des endroits. Il y a des personnes qui ne sont pas compatibles entre elles. On a des spectres quand même assez larges dans la neuroatypie.
Et il y a des fois où ça clash, en fait, comme n'importe où. D'ailleurs, ça peut clasher vachement plus fort parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Si on n'a pas les codes, en fait, les grilles de lecture, la vulgarisation, justement, de ce que sont les différents types de personnes et pourquoi tel type de personne fonctionne de telle manière, ça peut ne pas fonctionner. Et c'est pour ça que je fais cette conférence sur l'autisme, d'ailleurs. C'est parce que j'ai observé que on peut être vraiment maltraitant quand on ne connaît pas les différentes caractéristiques de la personne et quand on ne sait pas lui parler. Et quand on ne sait pas recevoir non plus ce qu'elle va dire, parce qu'elle aussi va être maltraitante sans forcément s'en rendre compte. Un cercle vicieux, en fait. Voilà, il y a des personnes qui partent en burn-out. J'ai pu observer une personne qui a menacé de se suicider après un moment avec le manager. Ou juste partir à fond dans son travail et ne plus parler aux gens parce qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de solution pour réussir à communiquer avec les autres. Et alors que dans l'équipe, on avait l'impression d'être un peu tous neuroatypiques. Et que ça allait pas si mal entre vous. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça fonctionne super bien parce qu'on se connaît, parce qu'on est à l'écoute des besoins des autres. On communique. Et il y a des endroits où ça ne passe pas parce qu'on n'ose pas forcément parler de ses besoins, parce qu'on n'écoute pas forcément les besoins des autres, parce qu'on ne s'adapte pas aux autres, ou parce que le milieu, tout simplement, est hyper agressif. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un open space. Non, j'ai eu cette chance de jamais travailler dans un open space. Alors l'open space, t'imagines, tu as une centaine de bureaux dans le même endroit, avec des gens qui vont potentiellement téléphoner, être en visio, parler ensemble. Et des signaux dans tous les sens, auditifs, visuels, etc. Catastrophique. Et tu es censé, dans ce milieu-là, être concentré sur ton travail et savoir ce que tu fais et réussir à continuer quelque chose de très très compliqué où tu as besoin d'un enchaînement de 5000 idées, tout en étant interrompu toutes les 5 secondes par quelqu'un qui a envie de te poser une question sur ton travail ou comment il pourrait faire mieux son travail. En fait, ce que tu dis là, moi, ça me parle beaucoup dans la partie communication. Parce que, justement, avec le temps, quand j'ai fini par maîtriser mon métier, par maîtriser aussi ma passion. Tu me disais, tu as une passion qui est communicative. Je m'en suis rendu compte sur le tard, bien après le fait qu'elle m'ait vraiment aidé. Ensuite, j'ai appris à la canaliser et à l'utiliser, parce qu'au départ, c'était très brut. J'ai plein de passion, vas-y, prends ma passion. Oh, calme-toi. Et tu vois, apprendre à canaliser ça a été compliqué, c'est tout un processus. Maintenant, je m'en sers pour mon travail, c'est un outil, mais ça a pris du temps. Et en fait, cette nécessité de communiquer avec les autres, mais de comprendre ces codes, ça, c'est la base de mon métier. C'est-à-dire que quand j'arrive face à une personne qui va avoir une question à me poser sur les trous noirs, le Big Bang ou je ne sais pas quoi, ces personnes arrivent et en fait, moi, en tant que médiateur scientifique, j'ai le temps de la question, donc 10 à 15 secondes, pour comprendre la personne, isoler ce qu'elle pense et savoir quelle question elle veut me poser, quelle question elle me pose, mais qu'est-ce qu'elle veut dire derrière, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense savoir, qu'est-ce qu'il sait réellement, quelles sont les erreurs qu'il fait implicites dans la manière qu'il a de me poser sa question, comment moi je vais pouvoir corriger ces erreurs, et j'ai 10 secondes pour cerner la personne avant d'ajuster immédiatement le niveau de ma réponse à ce que j'estime être au plus juste de ce qu'il a besoin pour le mieux comprendre la réponse. Et ça, j'y arrive évidemment beaucoup mieux maintenant qu'avant, et c'est un truc que je trouve passionnant. Et là, on est totalement sur l'humain. C'est-à-dire, je vais régler tous mes potards, tic, 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 ok, et je te donne cette réponse parce que c'est celle qui va être mieux adaptée. Et ensuite, je regarde le résultat, il y a des étoiles dans les yeux, yes, j'ai réussi. Il me fait merci, il s'en va, merde. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'étoiles dans les yeux, et de moins en moins de ouais, je m'en vais. Mais cette communication, ce feeling, il est passionnant. Et c'est pour ça qu'en fait, tu te répètes jamais, parce que chaque personne est différente. Mais du coup, quand tu es en conférence comme tout à l'heure avec plein de gens qui t'écoutent, tu ne vas pas t'adapter que à la personne qui pose la question. Il faut que tu fasses un truc qui soit générique. Mais ça, c'était très simple aujourd'hui. C'était méga simple, c'était le doigt dans le nez. Pourquoi ? J'ai que des ingénieurs en informatique. Ils ont le même background, ils ont le même niveau, ils ont le même intérêt pour la tech, donc pour les choses plus ou moins technologiques et donc pas loin des sciences. Il y a des chances pour que 90% des personnes qui soient là aient déjà entendu parler des trous noirs, de la fusion nucléaire et des robots sur Mars. Ou de donc, toi.
je parle à un public qui a le même bagage. Ils sont d'un point de vue médiation, ce public-là, il est parfaitement uniforme. Donc, je sais exactement comment je vais parler. Là où ça devient difficile, et là où, du coup, le travail devient aussi plus intéressant, parce que c'est un vrai défi. Je ne dis pas que là, ce n'est pas un défi, parce que le défi, c'est plutôt le nombre. Mais là où c'est intéressant, c'est quand tu as un public extrêmement hétérogène, et que là, tu dois faire un discours qui va arriver à toucher tout le monde. Et parfois, les publics sont à 1000 années-lumière, quoi. Et du coup, tu fais « comment je vais faire pour que ça soit pas trop compliqué pour le petit garçon qui est là, mais que l'ingénieur qui est ici, il se fasse pas chier ?» Et du coup, tu vas alterner. Alors, soit tu vas au milieu, soit tu vas d'un côté, mais tu reviens de l'autre et tu prends les uns les autres. Ça fait 1 an et demi là, que je fais des interventions en prison, dans le domaine carcéral. Et donc, je fais des ateliers sur l'astronomie. Donc, je viens dans l'établissement pénitentiaire et puis j'ai 10-15 détenus qui sont un peu triés aussi déjà au départ et qui vont venir avec moi. Et ça fait partie des publics les plus compliqués. Pourquoi ? Parce que dans cette population carcérale, mais t'as tellement de tout. T'as le mec qui est là parce qu'il a il a fraudé le fisc. Et donc, le mec, il connaît le fisc, il connaît les impôts, donc il a un CSP+, machin, un bagage culturel assez important, machin. Et juste à côté, tu as le mec qui, malheureusement, a eu un parcours de vie infiniment plus compliqué et qui a ni eu le temps, ni eu l'occasion d'apprendre quoi que ce soit. Même son élocution, elle est compliquée. Et toi, tu as un public qui va étoile de mer. Et tu es là et tu vas leur répondre et tu vas leur parler. C'est hyper dur. C'est le truc le plus compliqué que j'ai. Mais c'est aussi, quand tu y arrives, parce que je n'y arrive pas à chaque fois, mais quand tu sors et que tu vois que tout le monde est content, tu fais « yes ». Et du coup, tu retiens, tu reprends. Mais en fait, cette partie communication, pour moi, c'est presque le plus intéressant, quoi. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux, parce que moi, quand j'arrive à la fin de ma conférence et qu'il y a trop de temps pour les questions, mon problème, c'est les questions qu'on va me poser. Est-ce qu'on va me poser une question sur quelque chose que je ne sais pas ? C'est le plus intéressant. Mais alors là, j'hésite pas à dire quand je ne sais pas. Ça, voilà, ne jamais hésiter à dire « je ne sais pas ». Ta conférence, tu peux l'avoir fait 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment, ça se ressemble. Mais les questions, elles ne se ressemblent jamais. Ouais, non, c'est pour ça que c'est passionnant. Enfin, moi, c'est le moment que je préfère les questions. Eh bien, apparemment, on nous dit qu'il est temps pour nous de nous quitter et qu'il est temps d'aller manger. Voilà. Oui, donc, je te propose qu'on aille tous les deux aller prendre un petit repas. Et puis, en tout cas, merci d'avoir fait cette conversation avec moi. C'était vraiment passionnant. Merci à toi aussi. C'est super chouette de te rencontrer en vrai. Je suis ravi de t'avoir rencontré et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, pareil.